Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est dans la semaine de la formation qui s'appelle « Je me sens bien même si mon conjoint est en crise » et aujourd'hui on va parler en particulier de si mon conjoint est en crise existentielle, comment se sentir bien. Vous savez que si vous êtes en couple depuis très longtemps, depuis 5, 10, 15, 20 ans, que tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, c'est que vous êtes sorti de la phase de sécurisation qui s'est transformée en distantation. Vous êtes distendu avec votre conjoint. Votre conjoint était le premier à rentrer en phase d'exploration. Et puis, vous allez ensemble parcourir cette phase d'exploration, vous former, apprendre, mettre en application les formations. Et ensuite, vous allez passer en phase 4, la phase de grande intimité. Vous aurez traversé toute la crise de votre conjoint, la phase d'alarme, la phase plateau, les points d'inflexion, le point de la phase d'épuisement, etc. Mais rassurez-vous, vous avez les pirates qui sont avec vous, la famille des pirates, qui vous répondent notamment sous les vidéos, et vous aurez toutes les données pour pouvoir mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Évidemment, si je suis là tous les jours, si je ne prends pratiquement pas de vacances pour être avec vous tous les jours, parce que c'est une mission de vie et parce que je sais que ce n'est vraiment pas un processus facile que de traverser une crise de couple, une crise qui fait très mal. Alors certainement que votre conjoint a certainement une crise de vie en même temps, et cette crise de vie va impliquer chez votre conjoint, mais aussi chez vous, de la peur, de l'anxiété, voire des symptômes dépressifs qui vont entraîner, c'est pas la dépression, c'est des symptômes dépressifs, qui vont entraîner ensuite vers la fin de la crise de votre conjoint, un désespoir et un épuisement. Les personnes qui sont en crise existentielle ne sont pas bien loties non plus, puisqu'elles souffrent beaucoup. Parfois, notamment au début de la crise, pendant la phase d'alarme, votre conjoint peut paraître bien de l'extérieur. Des fois, vous me dites, même Renaud, il a l'air bien, il dit qu'il vit la meilleure période de sa vie, qu'il a trouvé une autre personne, que c'est son âme sœur, etc. Et puis, quelques mois après, vous m'appelez, vous me dites, vous aviez raison, Bruno, il s'est effondré et je suis maintenant, heureusement que je suis là, heureusement que j'ai fait les formations, heureusement que j'ai mis une application, parce que sinon, je leur ai ramassé la petite cuillère et il me dit chaque jour, ou il me dit de temps en temps, heureusement que tu étais là, parce que sinon, j'aurais fait que de là. Donc, c'est pas parce que votre conjoint paraît bien de l'extérieur au début de sa crise qu'il ne sent pas une quantité de terreur importante, ce qu'en neurosciences on appelle une quantité débilitante de terreur et de peur existentielle à l'intérieur. Donc, pour que votre conjoint soit devenu si, entre guillemets, méchant, lourd, asocial, tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il souffre et qu'il souffre beaucoup. Évidemment, vous avez compris que vous saurez gérer cette situation, même si elle n'est pas facile. Vous protégerez vos enfants, votre famille. Évidemment, vous n'allez pas écouter Tati Janine, le psy de quartier, qui vous dit « te laisse pas faire, mets-le dehors, etc. » Nous, on est une team, une famille scientifique. On n'est ni paillasson ni hérisson. On laisse tomber les manipulations du type silence radio, du type lettre magique. On laisse tomber totalement les manipulations du type film je te suis. Et on comprend comment fonctionne la clé de couple quand on est ensemble depuis longtemps. Peut-être que le silence radio pourrait marcher pendant quelque temps sur une personne jeune en fin de lune de miel, mais généralement, si on ne change pas suffisamment, si on n'a pas changé quand on revient ensemble, eh bien ça ne sert à rien. Et quand votre conjoint aura appris que vous l'avez manipulé par un silence radio ou par un film je suis, quand on est ensemble pour longtemps, ça finit par se savoir, eh bien la déception est si grande que le couple peut se terminer différemment. Enfin, vous n'êtes pas dans ce cas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est en lune de miel, vous êtes quelqu'un qui est ensemble depuis longtemps avec votre conjoint, et vous allez apprendre, grâce aux formations, à gérer tout ça. Donc effectivement, pendant toute cette période de sortie de la phase de sécurisation, votre conjoint a un sentiment accablant de peur, d'anxiété, de confusion, d'insatisfaction, qui est à l'intérieur, qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, si ce n'est qu'il a des comportements qui ne sont pas comme d'habitude, qui font souffrir. Votre conjoint est lié aux questions les plus profondes de la vie en permanence. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont en crise existentielle veulent faire un boulot de coach de vie, de thérapeute, de naturopathe, de quelque chose comme ça, parce qu'on est tellement handicapé et omnibulé par le sens de la vie, le sens général de la vie, qu'on ne pense qu'à ça et qu'on veut en faire son métier. Évidemment, très peu de personnes continuent après la crise existentielle parce que déjà, quand on est en crise existentielle, changer de métier
et vouloir apprendre aux autres à être bien quand on a une terreur à l'intérieur de soi, ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez, à toutes ces personnes qui fonctionnent en coach de vie ou en naturopathe et qui finissent par s'effondrer eux-mêmes, on est là pour les soutenir s'ils ont besoin de nous, évidemment, parce que même si on taquine les personnes en crise, que vous, pirates, appelez les criseux et les criseuses, avec un peu de tendresse, eh bien, c'est pas facile à vivre pour eux. On peut avoir beaucoup de compassion pour ce genre de crise de vie, parce que ça fait très mal. Donc votre conjoint est aujourd'hui en crise existentielle parce que certainement qu'il en avait assez ou elle en avait assez de cette phase de sécurisation qui était trop morne, trop terne. Et finalement, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience aléatoire. Hein. C'est vraiment aléatoire de la nature. Hein. Ça doit venir, mais c'est aléatoire. Et souvent, c'est accompagné, c'est déclenché par un événement comme un diagnostic médical, une guerre, la perte d'un être cher, parfois même une expérience traumatisante qui fait rentrer la personne en crise en disant « Et si j'étais resté, si j'étais mort, donc maintenant je veux profiter de la vie ». Effectivement, tout d'un coup, votre conjoint a une nouvelle perception de l'existence et ça crée une crise. Et comme vous êtes là et que, évidemment, au départ, vous êtes un bébé pirate et vous ne savez pas gérer, vous avez été mal conseillé avec le suis-moi, je te suis ou le milieu ultimatum de Taffy Janine, a fait que vous vous êtes éloigné. Heureusement, vous êtes tombé entre les bonnes mains de la team et de la famille. Et évidemment, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, il existe ce que j'appelle une crise de la deuxième année de vie, hein, c'est-à-dire au cours de l'adolescence, hein, quand une personne entre dans son nouvelle identité et commence à penser à l'avenir. Puis, il y a une crise qu'on appelle de la trentaine qui survient au début, finalement, de l'âge vraiment adulte. Aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, à une époque, c'était plutôt 25 ans, on appelait ça le quart de vie. Aujourd'hui, avec les études, etc., c'est plutôt après la trentaine. Et c'est le jeune adulte qui fait la transition vers le monde du travail et doit s'adapter seul à la vie, évidemment. Et donc là, on se dit, est-ce que j'ai la bonne sexualité? Est-ce que je veux vivre en couple? Est-ce que j'ai bien fait, etc. Parfois, les personnes qui se sont mis ensemble très jeunes se posent des questions sur la sexualité à ce moment-là. Et puis, vous avez ce qui peut endommager votre couple aussi, c'est la crise de la quarantaine qui surviennent à l'âge mûr, 40-50 ans, et que là, c'est plutôt davantage lié à une réflexion sur les choix passés, sur les opportunités manquées. Je me suis trop occupé des enfants, je me suis occupé de toi, tu ne me l'as pas rendu, etc. Et on aura aussi des crises qu'on appelle plutôt de la fin de vie, c'est-à-dire après la retraite, au moment de la retraite, hein, où il y a certaines personnes qui vivent ça très mal. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a du regret, qu'on aurait dû faire autre chose dans la vie, qu'on aurait pu moins travailler, etc. Et on a un peu de regret par rapport à ça également. Donc là, c'est la dernière crise que l'on trouve aussi. Donc, quel que soit le moment où survient une crise existentielle, il faut s'attendre à des symptômes similaires qui sont pas des maladies, mais qui sont des symptômes. Donc, lorsque votre conjoint doit réévaluer sa vie, veut sortir de cette phase 2 qu'on appelle la phase de sécurisation, eh bien, ça va créer un mélange d'abord d'anxiété, de stress, de regret, de tristesse, et qui va se transformer en colère. C'est pour ça que certaines personnes, au début de la phase d'alarme, sont un peu anéanties. D'autres sont pleines d'énergie et veulent tout changer rapidement, déménager, etc. Heureusement, si vous savez comment gérer la situation, si vous ne mettez pas d'huile sur le feu, cette surénergie de départ va se transformer à la fin de la crise en anxiété, en stress, en regret, en tristesse, en épuisement. Évidemment, plus nous vieillissons, plus il est difficile d'ignorer notre inévitable finitude. Quelque chose à la reconnaissance de cela va amener votre conjoint à vouloir saisir quelque chose, à revenir vers le passé pour se sentir plus jeune, pour se sentir plus vivant et pour apporter finalement non pas des changements dans sa vie, mais des retours. Donc dans le cinéma, dans les séries, on a beaucoup de personnages comme ça qui sont bouleversés à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'ils peuvent mourir, qu'ils s'ennuient dans leur couple, etc. Et donc, les crises de couple et les crises existentielles sont quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries.
et que vous me dites souvent d'ailleurs, quand je regarde Netflix, quand je regarde des films, je m'aperçois que j'avais jamais vu ça avant, que beaucoup de personnes, beaucoup de thèmes sont faits autour de la crise existentielle, que c'est très porteur et que finalement, on s'aperçoit que c'est très dur pour ceux qui la traversent. Alors si les crises de vie sont tout à fait normales, logiques, on les trouve partout, il faut savoir les gérer puisque lorsqu'on est en couple et que la société ne nous protège pas et les religions non plus, il faut remplacer cette protection de la société et des religions qui ont été pendant des millénaires là bien présentes par un savoir-être, un savoir-faire et une connaissance qui va augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence, qui va permettre de récupérer votre conjoint. Alors évitez d'écouter les coachs, les mauvais coachs entre guillemets, qui vont vous expliquer qu'il faut sortir de la zone de confort. Si vous sortez de votre confort, si vous essayez des trucs pendant la crise existentielle de votre conjoint qui sont en envers, vous risquez de perdre votre couple. Donc restons prudents, formons-nous, apprenons et récupérons notre couple. Évitons surtout, parce que là c'est pas rigolo, que les enfants changent de maison toutes les semaines. Donc votre conjoint se sent déprimé ou anxieux à l'intérieur, même si votre conjoint ne le montre pas, parce que nous avons, pendant ces crises, des intenses sentiments d'anxiété concernant la vie, la nature, la réalité en général. D'ailleurs, certaines personnes se mettent à fond dans le développement personnel, dans la philosophie à ce moment-là. Ils prennent conscience de la mortalité et aussi des aspects les plus négatifs de notre monde qui peuvent les déprimer et colorer la vie dans une énergie sombre ou désespérée. Et comme au début, vous étiez un bébé pirate, vous avez commis beaucoup d'interdits, vous avez été, associé à cette crise de sombre et désespérée. Évidemment, pendant toutes les crises, la personne n'est pas motivée. Alors au départ, comme elle a beaucoup de souffrance, elle veut se sortir de son climat stressant que vous créez à la maison et aller vers éventuellement un pansement qui lui est merveilleux et merveilleuse pendant quelque temps avant que le conjoint s'aperçoive qu'elle est tout pourrie. Donc finalement, à quoi ça sert de vouloir fuir la maison? C'est parce que vous mettez trop de pression, parce que vous faites de la propulsion sans le vouloir. Et évidemment, la souffrance est liée d'abord à vous, puisque c'est vous qui mettez le plus de pression, mais aussi plus tard au travail, aux responsabilités, aux enfants, aux relations, et même parfois aux propres soins personnels, puisque la personne en crise ne prend plus soin d'elle, elle a une sale peau, le stress lui entraîne des pathologies, elle boit, elle se drogue parfois, elle s'occupe plus des enfants. C'est un moment difficile à passer dans cette vie. Évidemment, pendant toute la crise, votre conjoint peut être moins motivé à assumer les responsabilités des tâches quotidiennes, l'administratif, la vaisselle, le ménage, etc. Et ce qui l'intéresse par rapport au quotidien des tâches ménagères ou administratives qu'il faut faire, eh bien, il préfère s'intéresser au rapport majeur du monde. Souvent, vous me dites que tout d'un coup, votre conjoint s'est intéressé au féminisme, s'est intéressé au développement personnel, etc. Malheureusement, pas souvent aux neurosciences, parce que ça permettrait de moins souffrir chez eux. Mais quand on est en crise existentielle, on ne peut pas s'empêcher de penser à des choses existentielles. Donc vous ne parlez pas trop de trucs très lourds, parce que votre conjoint, il passe toute la journée. Donc quand vous êtes avec votre conjoint, au contraire, vous êtes la personne qui la détend, qui la fait rire. Vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc votre conjoint a envie de parler avec des amis des grands problèmes du monde. Donc c'est pour ça que souvent, il se rapproche d'amis qui ont encore un comportement ado. Vous savez, quand on est ado, on refait le monde, on a des grandes idées, etc. Et évidemment, vous n'allez pas parler de la mort, du sens de la vie. Vous laissez gérer la crise avec d'autres personnes, puisque quand la crise sera terminée, eh bien, on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire que le groupe de personnes avec qui on refaisait la vie de façon un peu débile, eh bien, on n'en a plus besoin. Le pansement, il est tout nul. Voilà. Donc, au départ, avec pansement, votre conjoint parle beaucoup de vous, parce que vous êtes le sujet préféré, évidemment, de la crise. Et ensuite, avec pansement, on parle des grands sujets de ce monde. Et finalement, on finit par s'enlacer quand ça tourne en rond. Donc, votre conjoint a des pensées très omniprésentes qui vont avoir un impact sur la qualité de vie, c'est-à-dire sur la motivation, c'est-à-dire sur la façon d'avancer.
Votre conjoint est coincé dans le passé, ou parfois même dans le futur, c'est-à-dire qu'il veut déménager, il veut faire ci, il veut vendre la maison, etc. Mais comme il est coincé dans le passé, il n'arrive pas à le faire. Donc la crise est déclenchée par un événement de vie ou des événements de vie généralement. Et finalement, ensuite, on est incapable d'avancer parce qu'on ne fait que penser à cet événement de vie. Mon conjoint m'a fait ça, mon conjoint m'a fait ça il y a 3 ans, etc. Et donc, on est bloqué dans le passé. C'est pour ça que ça vous protège d'un départ dans l'avenir. Sauf si, évidemment, vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous commettez des interdits, si vous êtes trop lourd. Enfin, tout ça, vous l'apprenez dans chacune des formations que vous ferez. Donc, si votre crise existentielle a davantage à voir avec ce qui va se passer dans le futur, donc la crise existentielle de votre conjoint a peur du futur, enfin, votre conjoint a peur à cause de la crise existentielle du futur, il s'inquiète toujours de ce qui va arriver sur les parents, sur la mort des parents, sur l'héritage, sur je sais pas quoi. Et vous, évidemment, ou des fois, c'est même la personne qui, il faut que je laisse un héritage à mes enfants, il faut que je laisse de l'épargne. Enfin, oui, il y a tout un tas de trucs sur le futur. Alors ça, c'est plutôt au moment de la crise, au moment de la retraite. Eh bien, tout ça, le passé et le futur, qui se mélangent, perturbe grandement votre partenaire, votre femme, votre époux. Et finalement, si vous faites ce qu'il faut, eh bien, rien ne se passera, puisqu'on n'a pas cette motivation. Évidemment, à la fin de la crise, votre conjoint va se sentir isolé. Donc, on est très solitaire à la fin de la crise, puisque finalement, ça va marcher avec pansement ou les pansements. La famille, les amis se sont un peu éloignés. Les enfants, la plupart du temps, on a eu ras la casquette également. Et donc, cette solitude, finalement, va commencer à faire réfléchir votre conjoint pendant sa phase d'épuisement profond. Et votre conjoint, là, va comprendre que vous avez beaucoup changé, que maintenant, vous passez des bons moments ensemble, évidemment, que la connexion avec les autres humains est très difficile et que votre conjoint a beaucoup de chance d'avoir un partenaire qui a beaucoup évolué ces derniers temps, qui s'est formé, etc. Là, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous êtes formé, bien évidemment, c'est même déconseillé. Évidemment, tous les couples, ou la grande majorité des couples traversent une crise de la quarantaine, mais la plupart ne se transforment pas en séparation. En tout cas, si vous êtes mis à bosser, c'est le cas. On dit aujourd'hui qu'un couple sur 2 se sépare, mais la plupart du temps, dans ce 1 sur 2, il y a un très très gros pourcentage de fin de lune de miel, c'est-à-dire on va dire, pour être large, dans les 5 premières années. Donc là, c'est vraiment des chiffres souvent catastrophiques, puisque on n'a que 2 ou 3 ou 4 relations longues dans sa vie, et donc on a beaucoup d'échecs dans les premiers mois. Donc si vous faites ce qu'il faut, mais ne traînez pas quand même pour vous former, parce que la crise, elle dure pas 10 ans non plus. Donc il faut à la fin de la crise, votre conjoint ait constaté qu'il n'y a qu'avec vous que ça fonctionne bien, et que vous pouvez récupérer, vous pourrez récupérer votre conjoint à ce moment-là, parce que votre conjoint aura compris qu'il n'y a que vous qui le comprenez. Donc pendant toute sa crise, votre conjoint est aux prises avec des dilemmes existentiels qui ont eu ses conséquences néfastes sur la santé mentale, qui se traduit au bout du compte par un épuisement. À force de penser à des problèmes plus profonds de la vie, on laisse tomber tout le quotidien qui fait quand même du bien, quand on a une maison bien rangée, quand on n'a pas de problème administratif, quand on n'a pas de problème financier, puisque les personnes en crise ont souvent finalement des problèmes financiers en faisant des dépenses qui ne sont pas considérées. Et évidemment, votre conjoint va ressentir une foule d'émotions négatives dès que l'adrénaline s'est dissipée au départ de la phase d'alarme, et votre conjoint va avoir sans cesse des pensées intrusives, et puis votre conjoint va aller de la colère à l'impuissance. Votre conjoint va avoir des attaques de panique, des faibles estimes de soi, parfois même des pensées suicidaires à la fin de sa crise. Donc on est passé de la colère au départ, c'est de votre faute, à une impuissance parce que vous serez devenu un roc grâce aux formations. Votre conjoint se sent impuissant par rapport à tout ce qu'il aurait aimé partir, etc. Et puis ensuite, il est très content de ne pas être parti, car il s'aperçoit que vous êtes la seule personne qui pouvait l'aider. Donc, lorsque votre conjoint est en proie à sa crise existentielle, votre conjoint peut parfois remédier à son mécontentement
en se comportant de manière impulsive. Donc il se met à vivre dans un style de vie imprudent en raison de l'urgence de réévaluer sa vie et de vivre pleinement. Évidemment, ces changements impulsifs sont le produit de frustrations qui se sont accumulées au cours de la phase de sécurisation. Alors un peu par votre faute, mais beaucoup par la sienne, où finalement on s'est laissé vivre métro, boulot, dodo et les enfants. Et aujourd'hui, finalement, tous les conflits que vous avez pu avoir, qui ont été plus ou moins larvés pendant la phase de sécurisation, ressortent au moment où votre conjoint est en crise, voudrait agir, mais est bloqué entre le passé et le futur. Donc vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, évidemment, si vous favorisez les relations avec votre conjoint dans les périodes de top et avec d'autres personnes comme les pirates pendant les périodes de down. Vous en profitez pour vous former, vous en profitez pour échanger avec les pirates pour savoir comment ils ont avancé, et vous verrez que finalement, quand vous tendez la main à d'autres pirates et que les pirates vous tendent la main, eh bien vous allez pouvoir être beaucoup mieux pendant toute votre crise et pouvoir mieux la gérer. Tout ça va amener des objectifs de vie positifs. À la fin de la crise, vous allez pouvoir rentrer dans la phase de grande intimité. Donc la crise existentielle permet de changer de point de vue, mais entre le point de vue sécurisation et le point de vue grande intimité, il y a un grand désordre, un grand bazar dans l'esprit de votre conjoint. À vous de tenir le coup. Vous avez tous les arguments dans les formations pour bien passer cette phase qui est très pénible à passer, évidemment. Elle n'est pas mortelle pour le couple, loin de là si vous faites ce qu'il faut. Elle sera même régénératrice, puisque à la fin de la crise, vous serez beaucoup mieux avec votre conjoint que ce que vous étiez pendant la phase de sécurisation. Je vous souhaite une très belle journée, mes pirates adorés. On se retrouve ce soir à 19h dans le live, où on va parler de la formation de cette semaine, 19h dans le live, où on va parler de la formation de cette semaine qui est « Je me sens bien malgré ma crise de couple, malgré la crise de mon conjoint ». Allez, on se retrouve toute la journée sur Telegram. Si vous voulez aller sur Telegram, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des formations et dessous vous avez le lien pour aller sur Telegram où je vous mets toute la journée des shorts, des textes, des vidéos pour que vous puissiez avoir toute la grinta pour mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations. Allez, on se retrouve au plus tard ce soir à 19h. Passez la journée que vous méritez.